À qui profite véritablement la Coupe d'Afrique des Nations 2024? Voilà la question à laquelle je m'engage à lever un pan de voile aujourd'hui. Et à l'instant où je fais cette vidéo, nous sommes à quelques minutes d'une demi-finale historique qui oppose la RDC à la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui se joue en fait en 2024 pour la simple raison que cette CAN qui à la base devait se jouer en 2023 n'a pas pu se jouer à cause des intempéries qui sévissaient en 2023 en Côte d'Ivoire. Bilan des courses, la CAN 2023 se joue en 2024, mais bon, cela n'enlève rien à la prestance de cet événement-là qui, quand on voit ce que la Côte d'Ivoire peut réaliser, on se rend compte que la CAN 2024 est en fait l'une des plus belles CAN qui n'avait jamais été organisée sur le sol africain par le passé. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, on se doit d'avoir un regard assez différent de la foule en ce sens où lorsqu'on voit la logistique, les ressources humaines, les moyens financiers, le temps qui est investi pour qu'un événement comme celui-là, qui est regardé par plus d'1 milliard de personnes, eh bien, on se dit à qui est-ce que ça profite véritablement. Dans le travers de cette vidéo, je vais te présenter des faits, je vais te présenter le résultat de mes recherches afin que toi seul tu puisses juger à qui profite véritablement cet événement-là qui se déroule sur le sol africain. Parce que pour beaucoup de gens, c'est juste du divertissement. Sauf que lorsqu'on décide de pousser un peu plus la réflexion, on se rend compte qu'il y a de véritables enjeux économiques et sociaux derrière. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire un léger détour. J'ai fait une recherche, je me suis rendu compte que avant que le PSG, le Paris Saint-Germain, l'une des plus grandes équipes du pays qu'est la France et même du monde, et bien avant que cette équipe-là ne soit rachetée par les Émirats Arabes Unis, qui, je tiens à préciser, ne sont pas réputés pour leur talent footballistique. Avant cela, le PSG réussissait à vendre à peine. En admettant qu'un maillot coûte en moyenne 50 €, ben, ça fait l'équivalent de 5 millions d'euros par an avant que ce club-là ne soit racheté par les Émirats Arabes Unis. Sauf qu'après le rachat du PSG et surtout après le rachat d'un joueur qu'on appelle Neymar, ce que je vais te dire va te choquer, mais accroche-toi. Eh bien, le PSG a pu passer de 100 000 maillots vendus par an à 1 million de maillots vendus par an. Donc, ils ont pu faire du fois 10 en achetant un joueur de plus. Donc, ils ont pu passer de 5 millions d'euros générés grâce à la vente de maillots par an à plus de 50 millions d'euros générés à l'année. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui sont capables d'aligner 222 millions d'euros pour Neymar et surtout pour payer ce salaire record que le PSG, il n'y a plus de surprise, va offrir à Neymar, à la star brésilienne. Il va avoir un salaire avoisinant les 30 millions d'euros net. Un objectif à terme marketing, la plus grande star du Brésil, un objectif économique. Il va vendre plusieurs centaines de milliers de maillots uniquement sur son nom. Il faut savoir que les chaînes de télé brésiliennes par exemple s'arrachent les matchs de Neymar, donc les droits télé de notre championnat vont augmenter aussi et les budgets du PSG avec Neymar en termes sponsoring et marketing vont augmenter. Ce que je vais te faire voir ici, c'est une chose très simple, c'est que le football, avant d'être du football, c'est un business. Je répète, le football, avant d'être du football et un divertissement, c'est un business. Parce que si aujourd'hui, le football est autant médiatisé, si aujourd'hui, on a autant de personnes qui veulent devenir footballeurs, si on a autant de personnes qui veulent acheter des maillots, c'est parce qu'il y a un vrai business qui est construit derrière. Donc, si le football c'est un business, il va de soi qu'un événement tel que la CAN, c'est un véritable business dont seuls ceux qui ont le bon positionnement peuvent véritablement bénéficier. Mais quand on voit les faits, est-ce que l'Afrique capitalise pour de vrai sur cette CAN 2024? On en parle après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble.
Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition des éditions Argent Livre, mais aussi et surtout le promoteur de l'événement le plus prestigieux qui célèbre les auteurs, entrepreneurs, visionnaires africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. L'événement s'appelle le Week-end de l'écrivain, dont la 3e édition aura lieu ce 4 mai du côté de l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle. Nous attendons plus de 500 personnes. C'est un événement unique à ne surtout pas manquer. Et si tu souhaites en savoir plus, tu as une seule chose à faire, c'est aller sur le site internet. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais te parler de la CAN et il va de soi que c'est l'un des plus gros événements qui s'organise sur le sol africain. Et c'est la Côte d'Ivoire qui, quand on voit ce qu'elle a réussi à réaliser, on a vite fait se rendre compte que la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que, en termes d'organisation, la Côte d'Ivoire a réussi à relever un challenge énorme, qui est celui de réussir à attribuer à chaque nation un stade de foot d'entraînement. Sachant qu'il y en a 24, dont chaque nation avait un stade, soit 24 stades d'entraînement. Peut-être pour toi ça a l'air banal, mais je tiens à te dire qu'aucune nation africaine n'avait réussi à faire cela par le passé. Je vais m'aller plus loin pour que tu me dises à quel point la Côte d'Ivoire fait quelque chose d'exceptionnel. C'est que en 2010, lorsque l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde de football, eh bien dis-toi que c'est vrai, on avait 32 équipes, mais il y avait des équipes qui se partageaient des stades de football. Et pour aller plus loin encore, j'ai envie de te dire une chose, c'est que déjà prendre sur soi d'organiser seul une CAN, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout lorsqu'on est en Afrique subsaharienne, en ce sens où il y a des cahiers de charges, il y a un cahier de charges que la CAF, Confédération africaine de football, met en place et que le pays organisateur doit absolument respecter si jamais il veut pouvoir être parmi ceux qui pourraient organiser la CAN. Ça demande d'avoir une structure sanitaire pointue, ça demande d'avoir des hélicos, ça demande d'avoir des aéroports capables d'accueillir ces équipes-là. Ça demande aussi d'avoir des routes, des hôtels, bref, des moyens logistiques appropriés. Parce que pour beaucoup de gens, ils se disent que c'est juste des stades de foot. Non, pas du tout. Ça va bien au-delà de tout cela. Et la Côte d'Ivoire a pu supporter ça toute seule. Alors que des fois, on voit certains pays qui décident de se mettre à 2, à 3 pour organiser un événement comme celui-là. Donc ça, c'est à saluer. Et aussi, la Côte d'Ivoire a pu mettre à la disposition des équipes qui participent à la CAN 6 stades de haut standing. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Bref, je voulais d'abord te faire voir une chose, c'est que pourquoi est-ce que les États décident d'organiser des événements comme cela? C'est tout simplement parce qu'un événement comme celui-là, c'est un événement qui attire beaucoup d'attention sur le pays organisateur. Parce que pendant ce mois-ci, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une attention énorme. On vit tous plus ou moins au rythme de la Côte d'Ivoire. C'est plus d'1 milliard de personnes qui sont arrivées soit derrière leurs écrans, soit des gens qui se rendent directement sur le pays pour pouvoir vivre la CAN en live. Donc tu te doutes bien que c'est une opportunité exceptionnelle pour les entreprises. Parce que 1 milliard de personnes, c'est quasiment 1/8 de la population mondiale. Et lorsqu'on est entrepreneur et qu'on voit que 1/8 de la population mondiale s'intéresse à un secteur ou à un pays, à une région, on a vite fait de comprendre que c'est là-bas qu'il faut être. Parce que lorsque tu es en business, l'élément le plus important pour toi, c'est le fait de pouvoir capter l'attention de tes potentiels clients. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Maintenant, est-ce que les entreprises africaines capitalisent pour de vrai sur toute cette attention dont bénéficie la Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question à se poser et c'est à cette question que je m'engage à répondre dès aujourd'hui. Premier point fondamental, je parlais des 6 stades qui ont été mis à disposition pour la CAN. Parmi ces 6 stades, on a le stade de Bimpe, on a le stade de Yamoussoukro, on a le stade de Korogo, et beaucoup d'autres stades. Je ne vais pas tous les citer. Sache que pour l'utilisation de ces stades, il a fallu les mettre aux normes. Et il se trouve qu'il y avait juste 2 stades qui étaient plus ou moins aux normes. Et il y en avait 4 qu'il fallait soit réhabiliter, soit construire. Et donc, parmi les 4 stades à construire, il faut bien sûr que les entreprises se positionnent dessus pour les construire. Et donc, lorsqu'on a des marchés comme cela, que fait l'État? Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui, en collaboration avec la FIF, Fédération Ivoirienne de Football, se mettent ensemble pour pouvoir organiser un événement de telle envergure parce que la FIF n'a pas assez de moyens pour organiser un événement de telle envergure. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'État ivoirien fait ce qu'on appelle un appel d'offres.
Et donc, lorsqu'elle fait un appel d'offres, eh bien, tu as des entreprises qui estiment avoir les ressources logistiques, financières et humaines qui postulent à l'appel d'offres justement pour pouvoir saisir ce marché-là. Donc, là, je parle juste du marché des stades. On va d'abord s'arrêter sur le marché des stades, la construction des stades. Et donc, pour ces 4 stades qu'il fallait soit réhabiliter, soit construire, eh bien, il y a eu 57 entreprises qui ont postulé pour pouvoir avoir accès à cet appel d'offres-là. Et des 57 entreprises, il y en a 4 qui ont été retenues pour pouvoir gagner, qui ont gagné ce marché-là. Et les 4 entreprises, c'est ici que le bas blesse. Il y a 2 entreprises chinoises, une entreprise portugaise et bien sûr une entreprise française. Donc tout de suite, tu as vite fait de comprendre que ce sont des marchés énormes et là, il n'y a aucune entreprise africaine et encore moins ivoirienne qui a pu gagner ce marché-là. Allons plus loin. Moi, je suis allé creuser un peu plus pour savoir, ok, concrètement, ça donne quoi? Et j'ai pris le temps de faire des recherches sur le stade de Ebimpe, encore appelé stade Dramane Ouattara ou un truc comme ça, qui est en fait le stade dans lequel s'est joué le match d'ouverture et c'est le stade dans lequel se jouera la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Entre nous, soit dit, l'ouverture était juste exceptionnelle. La construction de ce stade a coûté environ 70 millions d'euros. Je répète, environ un peu plus de 70 millions d'euros. Tout de suite, la question que tu vas te poser, c'est de savoir qui finance ces 70 millions d'euros. Eh bien, c'est un financement qui se fait entre 2 parties, entre l'État de Côte d'Ivoire et une entreprise chinoise, dont je ne vais pas citer le nom ici. Et sauf que quand tu pousses la recherche, tu te rends compte que l'entreprise chinoise qui a gagné ce marché-là a financé à hauteur de plus de 80% la construction de ce stade-là. Et le reste a été financé par l'État de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, il va de soi que quand une entreprise finance à hauteur de 80%, il y a bien sûr des contreparties. Et l'une des contreparties, c'était quoi? C'était le fait que l'entreprise chinoise qui a financé, eh bien, tu te dis bien que le matériel dont ils avaient besoin pour construire le stade, mais il venait d'où? Il venait forcément, pour la plupart du matériel, des entreprises chinoises. Donc tu te rends compte qu'ils financent certes 60 millions et quelques d'euros, mais derrière, cet argent retourne où? Aux entreprises chinoises capables de produire le matériel nécessaire pour pouvoir construire ce stade-là. Parce que ce qu'il faut noter, puisque dans ce stade-là, l'État était, j'ai envie de dire, actionnaire minoritaire dans la construction de ce stade-là, eh bien, les tâches les plus, j'ai envie de dire, les plus onéreuses étaient justement pour les entreprises chinoises et les tâches les plus précaires, j'ai envie de dire ça comme ça, étaient pour les entreprises locales. Donc, qu'est-ce que j'entends par entreprise, par tâches précaires? Ce sera peut-être les terrassements, les raccordages, l'eau potable et peut-être des câbles de communication, bref, des tâches vraiment précaires. Un stade comme celui-là, c'est vrai, ça a généré beaucoup d'emplois. Il y a plus de 1000 personnes qui ont travaillé à la construction de ce stade-là. Mais parmi les plus de 1000 personnes, on avait bien évidemment un peu plus de 650 ouvriers ivoiriens ou locaux et 350 ouvriers chinois. Mais toujours est-il dit que le bilan est clair, c'est que dans la construction d'un stade comme celui-là, c'est celui qui finance bien sûr qui va en tirer le maximum de bénéfices. C'est sûr, c'est du gagnant-gagnant. Je finance, je tire mes bénéfices et l'État tire aussi ses bénéfices. Je vois tout de suite ceux qui vont venir dire oui, une fois de plus, la Chine vient se faire la maille chez nous ou bien même peut-être le Portugal ou la France. Oui, mais une question à se poser, c'est de savoir quelle entreprise ivoirienne ou quelle entreprise africaine avait autant de liquidités pour pouvoir gagner un marché comme celui-là. Et alors même plus loin, en admettant même qu'une entreprise comme celle-là avait autant de liquidités pour gagner un marché comme celui-là, est-ce qu'elle avait les ressources matérielles, le lobbying qu'il faut pour pouvoir mener à bien les travaux? Est-ce qu'elle avait les ingénieurs qu'il faut pour pouvoir mener à bien les travaux? Parce que la vérité, c'est que, à ma connaissance, je ne connais pas une entreprise africaine qui est capable de réaliser de telles prouesses en termes d'infrastructures. J'en connais pas.
Dans un moment donné, c'est vrai, on va se plaindre du fait que oui, au final, ce n'est pas nous qui gagnons vraiment de l'argent, qui avons vraiment de l'intérêt financier dans ça. Mais il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a les ressources qu'il faut pour pouvoir gagner ce genre de marché? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un peu comme partout en Afrique, la Chine est en train de se positionner dans la construction de très très grandes infrastructures. D'ailleurs, quand il a fallu construire le siège de l'Union africaine du côté de l'Égypte, je ne dis pas de bêtises, eh bien, les Chinois se sont proposés de construire ce siège-là. Est-ce que ça a un sens? Et il va de soi, justement, c'est le grand frère Alain Foucault qui l'expliquait, que lorsque les Chinois ont construit ce siège-là, qu'est-ce qui se passait? Ils y ont installé plusieurs micros qui enregistraient toutes les informations de nos leaders. On parle du football. On parle du football. Donc, l'une des erreurs que beaucoup d'Africains continuent de commettre, c'est de voir le football juste comme un divertissement, juste un moment où on va passer, juste un moment agréable. Non, le football c'est d'abord un business. Tu te rends compte qu'il y a des gens, Émirats Arabes Unis, qui achètent un club alors que leur pays, même le football, c'est pas quelque chose de super développé. Pourquoi est-ce qu'ils achètent ça? Parce que quelque part ils se rendent compte que d'un point de vue business, d'un point de vue impact, d'un point de vue même social et même la valeur perçue qu'ils vont transmettre au monde, c'est très puissant. Deuxième élément que nous allons voir ensemble, en ce qui concerne la question de savoir à qui profite vraiment la CAN, ce sont les principaux sponsors et partenaires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et ici, je vais t'énumérer les 4 principaux sponsors de la Coupe d'Afrique. Je pense que comme nous tous, tu as vu que lorsqu'on dit CAN, il y a un nom qui suit, CAN Total Énergie. CAN Total Énergie. Total Énergie, c'est une entreprise, c'est une multinationale. Il faut qu'on soit OK avec ça. Ce n'est pas une entreprise qui appartient à un pays, non. C'est une multinationale, il y a plusieurs pays actionnaires. Mais il va de soi que le siège de la Total Énergie, c'est à Paris. Compreneur, comprend. Mais bien sûr, tu vas me dire, ouais, moi je ne suis pas plaintif. Je ne suis pas plaintif. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas normal et tout. Mais mon cher ami, est-ce que tu as une idée du nombre de milliards que Total Énergie a pu me poser sur la table pour que on puisse dire CAN Total Énergie? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu connais des entreprises en Afrique qui sont capables de dépenser autant d'argent, qui ont le lobbying qu'il faut pour le faire? Ça prouve qu'on doit encore grandir. Et on a ce qu'il faut pour grandir. Deuxième sponsor, Puma. Et là, je te parle juste des plus gros sponsors. Puma. Puma, c'est une marque quoi? Puma, c'est une marque allemande. Et si tu as bien remarqué, le ballon de la CAN, ça s'appelle encore le Pokou. C'est un hommage à un ancien grand footballeur ivoirien qui s'appelle Monsieur Pokou, qui avait brillé du fait qu'il avait marqué, je crois, un quintuplé, qui avait qualifié la Côte d'Ivoire pour une finale. Bref, je ne sais pas trop quoi, mais retiens juste ça. Le ballon de la CAN, c'est la marque Puma qui a conçu et qui a mis ce ballon-là à la disposition des équipes de football. En termes de communication, c'est énorme. Puma. Maintenant, quelle entreprise africaine s'est positionnée dans la fabrication des ballons de football? Moi, j'ai joué au football par le passé. Et il se trouve qu'au Cameroun, comme c'est un peu le cas partout en Afrique, il y a énormément de clubs qui achètent beaucoup de ballons de football chaque année. Mais quelle entreprise s'est positionnée sur ce marché-là? Nous, lorsqu'on parle football, on veut seulement jouer au foot et on veut devenir des coachs. C'est tout. Et je crois que l'un des problèmes de beaucoup de footballeurs qui décident même d'écrire des fondations de football, c'est qu'ils voient le football comme un élan de solidarité. Ils ne voient pas le football comme un business. Et c'est là tout le drame. C'est là tout le drame. J'ai un ami qui est à l'équipe nationale de football camerounaise, un ancien ami, qui, quand il a commencé à briller un peu, c'est très bien, il a créé une fondation, comme c'est le cas un peu partout. Mais cette fondation n'a pas de vision. On crée une fondation juste pour se dire, ok, pour ceux qui veulent jouer au foot, voilà, on a créé une fondation pour aider, entre guillemets, les petits pauvres qui veulent jouer au foot, mais qui n'ont pas d'opportunité. On ne pense pas au volet business. Ok, je crée cette équipe de foot-là, mais
C'est quoi le business model? Comment je génère de l'argent avec cette équipe de foot? Voilà pourquoi les équipes de foot meurent, les fondations meurent. Parce qu'on les charge à hauteur de beaucoup d'argent. On envoie les maillots, on envoie les ballons. Tous les jours, quand les gens peuvent te jouer, on paye l'argent de transport, on paye de l'eau et tout ce qu'il faut. Ce sont des charges. Maintenant, il va de soi que si cette équipe de foot-là ne te génère pas de l'argent, elle ne va pas durer longtemps. Il va de soi que si cette fondation-là ne te génère pas de l'argent, elle ne durera pas longtemps. Mais quel est le business model que ces gens mettent en place pour que ces équipes ne soient pas juste des équipes, mais que ce soient des entreprises? Parce qu'une équipe de football, c'est d'abord une entreprise. Et lorsqu'on a une entreprise, il y a des points phares sur lesquels il faut bosser. Oui. Ça, c'est le deuxième sponsor. Le deuxième plus gros sponsor, qui est allemand. Troisième plus gros sponsor de la CAN, c'est 1xBet. 1xBet, c'est quoi? C'est un site de paris en ligne. Paris sportif, bien évidemment, dont le siège se trouve en Chypre. Est-ce que vous vous rendez compte que chez nous en Afrique, on parie chaque temps. Mais on a... Parce qu'à un moment donné, on va se plaindre et tout. Mais sachez que c'est un marché. Pendant que les gens se plaignent du fait que non, on doit chasser les paris sportifs et tout. Même ici en Europe, il y a des paris sportifs. C'est un marché. Donc peut-être qu'il serait temps que quelqu'un se penche sur le sujet. Et oui, 1xBet, sponsor, parmi les plus gros sponsors de la CAN Total Energy. Je vais te prendre l'autre plus gros sponsor, Orange, télécommunications. Entreprise dont le siège se trouve en France. Visa, entreprise dont le siège se trouve aux États-Unis. Donc là, je viens de te parler des plus gros sponsors de la CAN 2024. Et de ces plus gros sponsors, tu comptes combien de sponsors africains? Aucun. Et bien sûr, ils gagnent en notoriété, ils gagnent en visibilité, ils gagnent en utilisateurs, ils gagnent en clients et ils gagnent aussi en argent et donc en puissance économique. Voilà, en fait, nous sommes en train d'organiser la fête chez nous, mais ceux qui en bénéficient vraiment ne sont pas chez nous. Tu imagines le truc? Tu organises la fête chez toi. Mais ceux qui se font de l'argent dans ta fête viennent d'ailleurs. Est-ce que ça a un sens? Mais bien sûr, l'idée ici, ce n'est pas de se plaindre. C'est de voir où est-ce que nous devons grandir. Si jamais nous on veut vraiment capitaliser sur cette fête-là. Allons plus loin. On va aller sur le volet des équipementiers. Je vous ai dit que le football, c'est un business. On va aller sur le volet équipementier. Alors, là, par contre, on rencontre quelques équipementiers africains, mais comme très souvent, ne sont pas assez mis en lumière. Et c'est ce que je trouve dommage. Pour la CAN 2024, on compte 18 équipementiers. J'ai dit bien 18 équipementiers. Et en tête de liste parmi ces équipementiers, on a Puma, qui est une marque allemande, qui habille 6 équipes. La marque Puma habille 6 équipes. Et comme je l'ai dit, c'est Puma qui a fourni le ballon avec lequel on joue à la CAN. Puma habille 6 équipes. Ensuite, on a la marque portugaise qui s'appelle Lacatoni, que j'ai découverte, qui habille 2 équipes, en l'occurrence l'Angola et le Mozambique. Et après cela, toutes les autres marques habillent une équipe. Mais il y a 2 marques en particulier qui ont attiré mon attention, 2 équipementiers qui ont attiré mon attention. Premier équipementier, c'est Guy Sport. Et deuxième équipementier, c'est Tovio. Pourquoi est-ce que ces 2 équipementiers ont attiré mon attention? Parce que ce sont des équipementiers africains. Et que je trouve qu'un événement comme celui-là, une Coupe d'Afrique des Nations, je trouve que ce sont des événements sur lesquels la CAF devrait capitaliser pour mettre beaucoup plus en avant ces équipementiers-là. C'est mon avis. Parce qu'à un moment donné, si on veut se faire respecter, moi je trouve totalement insensé qu'au XXIe siècle, quand le Cameroun veut jouer, on peut aller chercher un équipementier aux États-Unis. Au XXIe siècle, pour une grande nation de football comme celle-là. Oui, ok, tu vas me dire que oui, quand tu prends un équipementier, bien sûr, un appel d'offres, l'équipementier doit financer, c'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire qu'on doit bosser. Ça veut dire qu'on est là tous les jours, on parle du football.
On dit que on aime le football, grande nation de football, mais personne ne se positionne dans un business comme celui-là. Alors, Guy Sport, c'est une marque 100% guinéenne qui existe depuis 2015 seulement. Mais le fait marquant dans tout ça, c'est que lorsque je tape Guy Sport sur Internet, il n'y a pas beaucoup de références sur la marque sur Internet. Ça prouve à quel point nous sommes invisibles. Il n'y a quasiment aucun article qui est fait, quasiment aucune communication qui est faite sur Guy Sport. Moi, je trouve ça dommage. Et là où le bas blesse, c'est que lorsqu'on va sur ChatGPT et qu'on tape Guy Sport, on n'a aucune information. En ce qui concerne Toyo, c'est la marque qui habille l'équipe burkinabé. C'est une marque qui est là, qui existe depuis 1994. Bon, moi, je l'ai découverte à la dernière CAN. Et vraiment, je tiens un grand chapeau à l'équipe burkinabé au Burkina Faso qui ont une marque de sport qui habille leurs équipes. Bravo. Donc, on veut me dire que c'est ça qui dépasse les grandes nations telles que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo. C'est-à-dire, je me demande, mais est-ce que nos hommes d'affaires, nos hommes d'État, ils veulent dire que c'est l'argent qui leur manque pour se mettre ensemble et trouver, se dire, ok, voilà un marché qu'on peut saisir, une marque d'équipementier. Et on dit qu'on va habiller notre équipe nationale avec ces maillots-là. Parce qu'au final, lorsque l'équipementier fournit des maillots comme ça, il bénéficie de la visibilité et tout. Et quand vous partez acheter les maillots, à votre avis, qui c'est qui est celui qui en bénéficie véritablement? C'est l'équipementier. Donc, je pense que tu commences à voir à quel point le bas blesse. Et enfin, un quatrième secteur, la liste n'est pas exhaustive, les petits commerces. Parce que dans la vérité, les seules personnes qui bénéficient à fond d'un événement comme la CAN, c'est ceux qui ont quelque chose à vendre. Qui sont ceux qui bénéficient? Ou du moins qui ont quelque chose à vendre? Les débits de boissons, ceux qui vendent de l'alcool, ben, ils capitalisent à fond. Les équipementiers, les sponsors. Ensuite, on a les producteurs de contenu. Bref, tu te rends compte que les seules personnes qui capitalisent à fond d'un événement comme celui-là, ce sont les entrepreneurs. Ceux-là qui ont un produit ou un service à vendre. Ma question, depuis que la CAN se joue, qu'est-ce que la CAN t'a permis de gagner? Parce que oui, tous les jours tu regardes les matchs à la télé, tu bois le vin, tu sautes, tu es content quand on a gagné, tu pleures quand on a perdu et tu regardes encore les commentaires de la CAN. Donc maintenant que toi tu es en train de brûler ton argent, il y a d'autres personnes qui en prenant plaisir gagnent de l'argent. Pendant qu'ils se divertissent. Et toi dans tout ça. Bref, cette petite vidéo, c'était juste pour mettre en lumière le fait qu'on doit encore bosser. Le divertissement que constitue la CAN, c'est un événement international qui en fait cache de nombreuses opportunités. Mais pour pouvoir saisir les opportunités qui se cachent derrière un événement comme celui-là, qui est du divertissement, parce que les gens qui courent sur le terrain, dans la vidéo qui sortira très bientôt, je te parlerai des chiffres, c'est-à-dire des montants astronomiques que les joueurs de football qui participent à cette CAN gagnent en se divertissant. Bon, c'est leur travail, ça, on ne va pas le nier, dans ce que tu appelles le divertissement. Et pendant ce temps, tu te divertis juste. Bref, cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Et si tu aimerais bien que je parte de plus en plus dans ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à partager massivement cette vidéo autour de toi. Cela étant dit, c'était Valère Bégas, ce chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenir immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Argent Livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.